Aujourd'hui, je suis toujours en compagnie de la star du podcast, Tatiana. Bonsoir Tatiana. Bonsoir à tous. Comment vas-tu? Ça va super bien. Et toi? Ben ça va. Écoute, j'ai trop hâte de te raconter mon histoire et d'entendre la tienne dans un autre épisode. Oui. Tu es propriétaire du podcast La Société de Minuit. Je suis propriétaire du podcast La Société de Minuit, un podcast d'histoire paranormale dans lequel les gens viennent me raconter vraiment ce qu'ils ont vécu. Donc c'est un podcast version témoignage. C'est un peu le transfert du paranormal en fait. Ça peut donner envie aux gens d'écouter. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'une affaire de stalker. Parce que j'en ai jamais fait sur ces creepy d'affaires de stalker. Et celle-ci, elle est quand même plus, si je puis dire. Ok. Donc, tu vas voir. Petite musique creepy. C'est parti, let's go. Je vais te parler d'un monsieur qui s'appelle John Hinckley Jr. Il est né en 1955 aux États-Unis, dans l'Oklahoma. Sa famille est plutôt riche. C'est le fils du fondateur de l'entreprise Vanderbilt Energy Corporation. C'est une entreprise d'exploitation pétrolière et gazière. Il gère des puits de pétrole, etc., ce genre de choses. Okay. Les rois du pétrole, quasi. Donc, ça va pour eux. Après ses 18 ans, John, donc le fils, a quelques difficultés scolaires. Il est inscrit à l'université, mais il a du mal à garder le rythme des cours et il va drop out plusieurs fois, comme on dit aux States, arrêter les cours à plusieurs reprises. Puis il se réinscrit et puis il arrête de nouveau. L'université, ça lui plaît pas. Ce qui plaît à John, c'est la musique. Il rêve d'écrire des chansons. Donc à ses 20 ans, il part s'installer à Los Angeles, dans l'espoir de démarrer une carrière dans la musique. Mais, spoiler, ça ne marche pas du tout. Ah mince. Quand il écrit à ses parents, il explique qu'il n'arrive pas à s'en sortir, qu'il a besoin d'argent, qu'il n'a pas de chance. Ses projets dans la musique ne donnent absolument rien. Il dit qu'il n'a pas d'amis, à part une jeune femme qui s'appelle Lynn et qui est sa petite amie. Voilà. Ok. Bon, il a quand même une meuf. Sauf qu'elle n'existe pas. Ah. Donc il a vraiment personne dans sa vie. Le pauvre. John tombe dans une dépression sévère et il va développer un amour malsain pour le film Taxi Driver. Tu l'as vu? Oui. Je l'ai vu aussi, mais je m'en souviens plus du tout. Donc voilà. Je vais vous faire un résumé pour les incultes. Dit-elle alors qu'elle se souvient plus de l'histoire. Taxi Driver, pour rappel, c'est un film avec Robert De Niro, sorti cette année-là, réalisé par Martin Scorsese, qui raconte l'histoire d'un mec qui, en gros, est un vétéran de la guerre du Vietnam, qui est devenu conducteur de taxi à New York, parce qu'il n'arrive pas à dormir la nuit. Et il va être tellement dégoûté de la violence et la décadence de New York qu'il va décider de prendre la justice en main, lui-même. Voilà, et devenir un justicier armé. Et en gros, ce mec-là se donne la mission d'assassiner un homme politique qui se présente aux élections présidentielles. Mais alors qu'il se prépare à le tuer, il va faire la rencontre d'une jeune prostituée de 12 ans, incarnée par Jodie Foster, qu'il va vouloir sauver à la place. Il va vouloir tuer son pimp et tout, bref. Comme je l'ai dit, je l'ai vu, mais je me souviens de rien, donc j'espère que cette description n'est pas erronée. John regarde ce film en boucle. Vraiment, c'est un déclic pour lui, quoi. Je crois qu'il l'a vu 15 fois. Sa vie, elle prend un nouveau sens et il développe une obsession dégueu sur Jodie Foster. Qui a 12 ans. Qui a 12 ans, comme son personnage. Ah, c'est pas vrai. Voilà, il l'adore, il l'aime. Et il se contente pas de regarder le film encore et encore, il commence à s'habiller comme le personnage principal, le conducteur de taxi, et voilà. Et à un moment, il va rentrer chez lui, vu que sa carrière marche pas, sa carrière musicale. Il rentre chez lui l'année suivante, et il va se réinscrire à l'université encore une fois. Parce que j'imagine que c'est ce que ses parents attendaient de lui, parce que de toute manière, il y allait pas vraiment, quoi. Niveau obsession, ça va pas mieux. John se procure maintenant une arme, avec laquelle il s'entraîne à tirer. Il joue 2 fois à la roulette russe avec. Oui, lui sur lui-même. Ah, okay. Oui, voilà. Très ok. Et il se prend en photo. Il y a une photo de lui où il se pointe l'arme sur la tempe. Oui, j'ai oublié de dire trigger warning, suicide, tout ça. Tout drapeau levé. Ok. Ça promet pour la suite. À ce moment-là, il a 21 ans et John annonce à ses parents
qu'il a un nouvel objectif dans sa vie. Il veut se former à l'écriture. Voilà, c'est plus la musique, maintenant il veut se former à l'écriture. Bon, c'est pas assez éloigné que ça, vu qu'il voulait écrire des chansons, mais voilà, maintenant il veut écrire. Et il leur a demandé de lui payer un cours dans une université. Mais pas n'importe laquelle, à Yale. Ah, d'accord. Ils vont lui donner $3 600 pour suivre un cours d'écriture à Yale qui se situe dans la ville de New Haven, dans le Connecticut. Attends, c'est $3 un cours? Ouais, je sais à pas. Yale. C'est pas cher, hein. C'est pas cher? Ça doit être le prix pour un cours à l'année, ça va. Hein. Ah oui, je sais pas. Ouais, remarque. Enfin, je sais pas. Je ah oui, pas c'est un cours à l'année où tu vas plusieurs fois, c'est pas juste un seul à 3 000 balles. Ah oui, non. Ah oui, d'accord, c'est un cours, cours d'écriture à l'année. D'accord. Oui, okay. j'imagine. Oui, du coup, c'est pas cher. Oui. Je pense pas que c'est juste un cours parce qu'en fait, il va déménager là-bas, quoi, tu vois. D'accord, ok. Et à savoir qu'à ce moment-là, John, il habitait chez ses parents dans le Colorado. Et donc, du coup, là, il doit partir dans le Connecticut qui se trouve littéralement à l'autre bout du pays. C'est à 3027 km. Donc, je sais pas si t'as la map des États-Unis dans la tête, mais en gros. Dans la tête, toujours. Le truc, c'est que ses parents ne sont pas au courant qu'il ne compte pas du tout suivre un cours d'écriture à Yale. S'il s'est inscrit à Yale, c'est parce qu'une actrice très connue y est inscrite aussi, Jodie Foster. Oui, parce qu'à un moment, elle pensait, ou en tout cas, je sais plus si c'était ses parents ou quoi, qui lui disaient oui, bon, ta carrière va pas durer toute ta vie, nanana, donc va faire des études et tout. Et du coup, elle était partie étudier, je sais plus ce qu'elle a étudié, je crois les lettres. Bien sûr, John ne s'est jamais inscrit à Yale. À la place, il a utilisé l'argent de ses parents pour prendre une location à New Haven. Et c'était juste dans le but d'être proche de Jodie Foster. Une fois installé à New Haven, John décide de contacter Jodie. Il parvient à lui envoyer des lettres dans lesquelles il lui dit qu'il l'aime, il lui envoie aussi des poèmes. Des fois, il lui livre même les lettres lui-même dans sa boîte aux lettres, mais elle ne répond jamais. Du coup, ça va plus loin. Un jour, il trouve son numéro, sa ligne fixe, et il l'appelle. Et on a des traces de ses appels parce qu'il les enregistre tous. Ah ouais? C'est dingue. Enfin, tous. Il l'a appelé 2 fois. Enfin, il l'a eu au téléphone 2 fois, quoi. Je vais vous lire le transcript d'un appel. Donc, Jodie décroche. Elle dit « C'est qui ?» Et lui, il dit « C'est Jodie ?» Elle répond « Oh non, c'est qui ?» Lui, il répète « C'est Jodie ?» Elle lui demande encore « C'est qui ?» Et il dit « C'est John. »« John qui ?»« Oh non, pas toi encore. Écoute, je peux vraiment pas te parler, ok? Rends-moi un service. Tu comprends pourquoi je peux pas avoir des conversations avec des gens que je connais pas? Tu comprends que c'est dangereux et que c'est pas comme ça que ça marche, que c'est pas juste et que ça se fait pas. » Et lui, il lui répond Oh, mais je suis pas dangereux du tout. Et elle dit oui, je comprends, mais c'est la même chose, quoi. Il lui demande donc tu veux plus jamais que je t'appelle, c'est ça? Et elle répond non. Mais ça a été un plaisir de te parler, hein. Sarcasme. Ouais, donc il se prend un petit gros râteau, quoi. Enfin. Oui, donc t'imagines bien que John, il est pas très content. D'un côté, il a réussi à l'avoir au téléphone, mais d'un autre, il apprend qu'elle est pas du tout intéressée et qu'il lui fait peur, limite, quoi. Bah ouais, clairement. Et c'est là qu'il se dit qu'il va falloir qu'il fasse quelque chose de gros pour qu'elle le remarque et qu'elle soit impressionnée. Du coup, il s'est mis à stalker quelqu'un d'autre, comme dans le film Taxi Driver. Il commence à élaborer l'assassinat d'un homme politique. Et qui de mieux que le président des États-Unis lui-même pour impressionner Jodie Foster? Ah la vache. Et à l'époque, c'était le président Jimmy Carter qui arrivait à la fin de son mandat d'ailleurs et qui faisait campagne à nouveau parce qu'il se représentait. John assiste à plusieurs de ses meetings de campagne. Il se rend à 3 meetings en 3 jours, un peu pour se chauffer à l'idée. Il a décidé qu'il allait le faire, mais il était pas encore trop chaud, tu vois, il savait pas trop comment faire pour que ça se passe bien, entre guillemets, pour lui en tout cas. Et puis après, il réfléchit, il change de cible. Parce qu'il y a plusieurs candidats, tu vois, donc bon. Il change de cible, il va suivre un candidat du parti nazi, cette fois. Du parti nazi? Il y avait un parti nazi à l'époque? Bah, apparemment, de ce que j'ai lu. Attends, c'était en quelle année déjà? 1980. 70 ouais. Ah, 80. Alors, c'est ce que ma source a dit, donc je vérifie encore une fois. Mais bon, ça m'étonnerait pas, hein, ils ont toujours existé. Oui, effectivement. Et bon, il était censé aller à un meeting, mais ce meeting est annulé. Du coup, il lâche l'affaire. À chaque fois, il prend l'avion pour se rendre dans toutes ces villes différentes. Donc, il est motivé. Mais, à un moment, il se fait arrêter à l'aéroport de Nashville. Il le trouve en possession de plusieurs armes à feu et une paire de menottes dans sa valise, qu'il confisque. J'en déduis qu'il n'avait pas de permis de port d'armes, du coup. Pourtant, c'est bizarre, ça s'achète au McDo, non? Aux États-Unis, oui. Tu l'as dans les Kinder, non, ton permis de port d'armes? Ouais, je pense. Non, mais je rigole.
C'est une blague. Bref, il claque toute sa thune pour tous ses déplacements. Et à un moment, il a pas d'autre choix que d'appeler ses parents et de leur annoncer qu'il abandonne Yale. Il abandonne son cours d'écriture, auquel il s'est jamais inscrit. Il dit à ses parents qu'il rentre dans le Colorado. Donc il rentre après être parti exactement 1 mois et 3 jours. Donc il abandonne Jody aussi. Non. D'accord. Bon, ce serait trop facile. Okay. Mais oui, il s'éloigne. Oui. Ses parents sont forcément très déçus de lui. Je sais pas s'il leur dit toute la vérité. Je pense pas. Enfin, qu'il avait l'intention de tuer quelqu'un. Mais voilà, il leur explique qu'il revient en tout cas. Et ses parents voient qu'il va pas bien du tout mentalement. Ils décident de l'emmener voir un psy suite à une overdose qu'il a fait. Il aurait fait une overdose d'antidépresseurs, donc il aurait déjà eu des antidépresseurs, donc peut-être qu'il a déjà été voir un psy par le passé, mais en tout cas là, ses parents, tu vois, ils sont en mode bon là, va falloir vraiment, tu vois. Ouais, là il y a vraiment un truc qui se passe. Ouais, parce que je pense que c'était une tentative de suicide du coup là. Ouais. Overdose ça en a l'air. En tout cas, c'était pas écrit dans mes sources, mais connaissant la suite, je pense que c'en était une. Bah déjà, le mec a fait plusieurs. Enfin, il joue à à la roulette russe c'est vrai. avec son gun, donc je pense qu'il ne tient pas tellement à la vie. Oui, voilà, c'est ça. Donc le psy le suit pendant 4 mois et il finit par dire aux parents que leur fils a besoin de prendre son indépendance. Voilà, son indépendance financière et puis son indépendance émotionnelle, genre. Il lui recommande quasi de couper les liens avec eux, quoi. Ah ouais. Okay. Bah, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont le mettre dehors, de ce que j'ai compris. Alors, je suis pas psy, mais je sais pas si c'est ce que j'aurais recommandé. Disons que c'est peut-être pas ce que le psy voulait dire par couper le cordon. Genre, tu mets pas ton enfant dehors. Genre en mode dehors, genre casse-toi, démerde-toi pour trouver un toit. Ils vont peut-être l'aider financièrement, non? Ah non, là, en fait, ils lui ont recommandé genre arrêtez de lui donner de l'argent, arrêtez de lui payer des appartes à LA, arrêtez, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Arrêtez de lui parler, arrêtez de. Ouais. Alors peut-être pas arrêter de lui parler, mais en gros, arrêtez de le soutenir financièrement et puis arrêtez de. Enfin voilà quoi, bref. Alors qu'il est jeune quand même, il a quoi, 21 ans, un truc du genre. Enfin bon. C'est un peu. Ouais, c'est un peu dur. Donc comme prévu, ça va rien arranger à la situation. Et ça va tellement mal qu'il pense à se donner la mort au même endroit que John Lennon a été assassiné, en plein devant l'hôtel Dakota à New York. On trouve aussi une vidéo de lui où il parle tout seul à la caméra le 31 décembre 1980, dans laquelle il dit, je cite, « John Lennon est mort, le monde est fini, oublie ça. Ça ne va être que de la folie, si jamais je survis au premier jour. Je regrette encore d'avoir à continuer en 1981. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent vivre. John Lennon est mort, je pense encore à Jody tout le temps. C'est tout ce à quoi je pense vraiment. Ça et la mort de John Lennon. Ils étaient en quelque sorte liés. » Comment, je ne sais pas. Je déteste New Haven avec une passion mortelle. J'y suis allée de nombreuses fois, pas vraiment pour la traquer, mais juste pour veiller sur elle. J'allais l'emmener quelque part pendant un moment, mais je ne sais pas. Je suis tellement malade que je n'arrive même pas à faire ça. Ce sera une ville de suicide total. Je veux dire, je m'en fiche complètement. Jodie est la seule chose qui compte maintenant. Tout ce que je pourrais faire en 1981 serait uniquement pour Jodie Foster. Mon obsession, c'est Jodie Foster. Je dois la trouver et lui parler d'une manière ou d'une autre, en personne ou autre. C'est tout ce que je veux, qu'elle sache, que je l'aime. Je ne veux pas lui faire de mal. Je crois que je préférerais la voir ne pas être sur Terre, plutôt que d'être avec d'autres hommes. Oui, et donc du coup, il veut pas lui faire du mal. Bah non. Bref, pardon. Oui. Je ne voudrais pas rester ici sur Terre sans elle. Ok. Full dépression. Ouais, on dirait qu'il a envie de se foutre en l'air et de buter Jodie Foster par la même occasion pour que tous les deux. Bref. C'est ça. Je sais pas. C'est un peu ce que je comprends. C'est ça. Et il est en plein délire parce que je vois pas le lien avec John Lennon et Jodie Foster aussi. Enfin bon. Non, mais il a pris il doit être sous Xanax ou je sais pas. Est-ce qu'on a le droit de dire Xanax sur YouTube? Je suis pas sûre. Xanax. John tente de retourner chez ses parents le 7 mars 1981. Du coup, il rentre à Evergreen. Enfin, non. Il rentre dans le Colorado à l'aéroport. Son père est là. Son père apprend que John n'a pas rempli son objectif d'indépendance financière. Il n'a pas trouvé d'emploi comme prévu. Alors, son père lui dit qu'il ne rentrera pas chez eux. Il lui dit « Tiens, voilà 200 balles. Débrouille-toi avec ça. C'est ciao !»
Super. Merci, papa. En plus, 200 balles, tu veux faire quoi? Bah, que dalle. Enfin, après, je sais pas, dans les années 80, je sais pas. En plus, quand il est parti à Yale, ils lui ont donné $3 600. Tu peux pas passer une année dans une autre ville avec $3 600. Non. Donc, c'est un peu... C'est pas ouf. Hein. Après, est-ce qu'ils avaient les moyens, ses parents? Bah, ils ont une entreprise de pétrole et de trucs. C'est vrai que c'est les rois du pétrole, oui. j'avais oublié. Oui. Ok, ouais, donc radin. John va alors résider au motel pendant un temps. Il fait rien de spécial de ses journées, il regarde la télé, il s'occupe, quoi. Et puis, il parvient à retourner voir sa mère en douce plusieurs fois dans le Colorado. Son père n'est pas du tout au courant. Et sa mère va finir par le conduire à l'aéroport de Denver. Donc, j'imagine qu'il lui a demandé, ou je sais pas, tu vois, elle lui a peut-être dit, bon, va falloir que tu fasses ceci, cela, repars essayer dans une autre ville, j'en sais rien. Mais voilà, elle l'emmène à l'aéroport et il la remercie de ce qu'elle a fait pour lui jusqu'ici. Mauvais signe. Oh non, je vois le truc arriver. Bah, Jodie Foster est en vie déjà, donc on sait qu'elle est safe. John a prévu de passer à l'action dans les heures qui suivent. Il arrive à Washington DC le 29 mars. Il reprend son projet de tuer le président pour impressionner Jodie Foster. Pas Jodie Foster, Jodie Foster. Le président a changé entre-temps. C'est plus Carter, c'est Ronald Reagan qui est élu. Du coup, il se met sur la piste de Ronald Reagan. Qui sait, il s'en fiche un peu tant que c'est le président des États-Unis. Ça aurait pu être Carter, ça aurait pu être... on s'en fout, en fait. Tu vois. Il ne dort pas de la nuit, ce soir-là. Il prend son petit-déj au fast-food et en revenant à l'hôtel, il voit dans le journal que le président va faire un speech à l'occasion d'une convention au Washington Hilton ce jour-là. John se prépare, il prend une douche, il s'habille, il charge son arme. Mais avant de se mettre en chemin, il prend le temps d'écrire une lettre à Jodie. Chère Jodie, il y a une réelle possibilité que je sois tué dans ma tentative contre Reagan. C'est précisément pour cette raison que je t'écris cette lettre maintenant. Comme tu le sais désormais, je t'aime énormément. Au cours des 7 derniers mois, je t'ai laissé des dizaines de poèmes, de lettres et de messages d'amour dans l'espoir que tu puisses développer un intérêt pour moi. Bien que nous ayons parlé au téléphone à quelques reprises, je n'ai jamais eu le courage de simplement t'approcher et me présenter. En plus de ma timidité, je ne voulais sincèrement pas t'importuner par ma présence constante. Je sais que les nombreux messages laissés à ta porte et dans ta boîte aux lettres étaient une gêne, mais j'ai pensé que c'était le moyen le plus indolore pour moi d'exprimer mon amour pour toi. Je me sens bien à l'idée que tu connaisses au moins mon nom et ce que je ressens pour toi. Et en traînant près de ton dortoir, j'ai compris que je faisais l'objet de bien des conversations. Même si c'est souvent pour me tourner en ridicule. Ah oui, parce que genre, à un moment, quand il l'avait appelée au téléphone, il avait entendu des rires derrière elle. Et genre, il avait dit pourquoi elle rigole et tout, tes copines. Et elle avait répondu en fait, elles se foutent de ta gueule. Ah ouais, d'accord. Voilà. Hyper cash. Donc il sait, il dit même si c'est souvent pour me tourner en ridicule. Okay. Mais au moins, tu sais que je t'aimerai toujours. Jodie, j'abandonnerai cette idée de m'en prendre à Reagan en 1 seconde. Si seulement je pouvais conquérir ton cœur et passer le reste de ma vie avec toi, que ce soit dans l'anonymat total, ou peu importe. Je vais t'avouer que la raison pour laquelle je vais de l'avant avec cette tentative maintenant, c'est que je ne peux tout simplement plus attendre plus longtemps pour t'impressionner. Il faut que je fasse quelque chose immédiatement pour te faire comprendre, sans la moindre ambiguïté, que je fais tout cela pour toi, en sacrifiant ma liberté et peut-être ma vie. J'espère te faire changer d'avis à mon sujet. Cette lettre est écrite à peine 1 heure avant mon départ pour l'hôtel Hilton. Jodie, je te supplie de regarder dans ton cœur et de me donner au moins la chance, à travers cet acte historique, de gagner ton respect et ton amour. Je t'aimerai pour toujours. John Hinckley. Et donc ça, il va faire en sorte qu'elle la lise avant d'aller essayer de tuer Ronald Reagan, du coup? Pas vraiment. De ce que j'ai lu, il s'est douché, il a chargé son arme et tout. Il l'a écrit juste avant de partir, donc je vois pas comment elle aurait pu le recevoir. Bah ouais, mais pourtant, dedans, il dit si jamais t'acceptes machin, je j'irai pas. Donc c'est hyper contradictoire. Mais bon, ok. Il s'est dit... Oh, je sais pas ce qu'il s'est dit. Ou alors peut-être que ma source se trompe et genre il l'a peut-être écrit quelques jours avant, mais de toute manière, elle a pas répondu.
Oui, bah j'imagine bien. Non, mais elle aurait Après, pu au moins aller prévenir le président. Enfin, après, je sais pas. Je Ouais. sais pas ce qui va se passer Donc, après. Ouais. John prend un taxi et se rend devant le lieu de la convention et se cache avec son arme sous une alcôve dans un coin jusqu'à 14h25, heure à laquelle Ronald Reagan sort du bâtiment et se dirige vers sa limousine en faisant coucou à des fans qui se trouvaient dehors. John sort de sa cachette et tire 6 fois en direction du président. 2 hommes tombent à terre. Ce sont James Brady, son secrétaire de presse, qui prend la première balle dans le cerveau, et Thomas Delahanty, un policier qui se prend la deuxième dans le dos. Putain. Tous les deux morts. Non, ils sont pas morts. Ah, ok. Mais ils sont par terre et ils bougent plus, quoi. Le président évite la 3e balle qui est partie s'écraser contre le mur derrière lui. La 4e balle atteint l'agent des services secrets et garde du corps Timothy McCarthy dans la poitrine. La 5e balle a fini dans la vitre de la limousine. Donc ça va parce que c'est par balle, mais de toute manière, il n'est pas à l'intérieur, donc voilà. Et la dernière et 6e balle ricoche sur la voiture du président. Elle se déforme, elle prend une autre forme, enfin bref, on s'en fout. Elle perfore son poumon. Ok. Ah ouais, quand même. Du président, Ronald Reagan. Et elle se loge dans un de ses poumons. Ah, c'est ouf. Les gardes du corps qui sont encore debout sortent leurs armes. Et on dirait vraiment une scène de film, genre je vous mettrai une photo et une vidéo. Ils sortent leurs armes, elles sont énormes. Enfin, je pensais qu'ils auraient des petits guns d'ici. Mais non, ils ont un gros truc, genre Call of Duty, là. Puis j'ai l'impression que quand ils sortent leurs armes, ils savent pas vers qui tirer, ils savent pas trop qui a tiré, genre ils sortent leurs armes comme ça. Il y a d'autres agents qui viennent en aide aux 2 hommes qui sont tombés, et on se dépêche aussi de faire monter Ronald Reagan dans sa limousine le plus vite possible. Parce que jusque-là, on pense qu'il n'a pas été touché et tout. Mais quelques minutes après, il se met à cracher du sang dans son mouchoir. Et là, ils se disent, ah ouais, il a été touché au poumon, et il le transporte d'urgence à l'hôpital, où il finit par perdre connaissance, parce qu'il perd énormément de sang. On l'opère, et il est tiré d'affaire. Ok. En sachant, je ne l'ai pas dit, mais genre les 2 hommes à terre, il y en a un qui va être paralysé à vie, et l'autre, il va s'en remettre. Enfin, s'en remettre, vous avez compris. En tout cas, physiquement, ça va. John, de son côté, il a été plaqué à terre. Comme j'ai dit, il y a toute la scène qui est filmée. Pendant 4 mois, des experts psychiatres assignés par le gouvernement vont évaluer John, lui poser tout un tas de questions. Il conclut qu'il est sain d'esprit aux yeux de la loi, tandis que d'autres experts psychiatres de la défense vont dire le contraire, que John est psychotique et pas responsable aux yeux de la loi. Leur défense va se baser sur ça. John aurait agi à cause de son état mental dépressif et psychotique, quoi. Puis en même temps, au vu des lettres et tout, enfin, tu te rends compte un peu, enfin, je sais pas. Ah bah oui, clairement, enfin même tout son passif avec les antidépresseurs et tout ça, oui. enfin oui. Voilà, enfin, je vais pas dire que j'ai pas de doute, mais enfin, c'est flagrant, là. Oui, c'est clair. Mais bon, le gouvernement, lui, leurs psychiatres, ils font passer ça en mode non, mais pour qu'ils prennent cher en soi, tu vois. Enfin, de toute façon, dans les 2 cas, il va prendre cher, il sera... Bref. Ok. On dirait que t'as trop envie de raconter la suite. Ok. Oui. 2 jours avant son 26e anniversaire, il fait une overdose de Valium en prison. Et en novembre, il tente à nouveau de sauter la vie en se pendant à sa fenêtre de cellule. John a demandé à ses avocats de faire venir Jodie Foster pour qu'elle raconte sa version de l'histoire. Et il les menace de ne pas coopérer pendant son procès s'ils ne la font pas venir. Ok. T'as jusqu'au bout, hein. Il va rien lâcher. Et ils vont réussir à la faire venir. Et il en sera tout content d'ailleurs. Il a dit à ses parents, je cite, « Maman, papa, je serai dans la même pièce qu'elle !» Ah ouais. Ça s'est pas arrêté. Enfin, il n'y a pas eu de réalisation, après on dirait, suite aux événements, mais bon. Par contre, il est très déçu quand il entend la déposition de Jodie. Enfin, la déposition, je sais pas, enfin, bref, vous avez compris, quand elle la version, témoigne. Quoi. Ouais, voilà. Ouais. Elle parle à peine de lui, le regarde pas du tout, et il en est très triste. Bah, elle dit quoi, du coup ? Elle dit quand même... Enfin, j'imagine qu'elle doit pas dire des choses très glorieuses, hein. Non, mais elle raconte ce qui s'est passé, qu'il l'appelait, que nanana, que c'était son stalker, quoi. À la fin de la déposition, il lui crie « Je t'aurai, Foster !» Parce qu'il était pas content qu'elle l'ait pas du tout regardé, puis qu'elle ait... Enfin, voilà, quoi, que... Ouais. Anyway. Pendant le procès seront lus certains des poèmes écrits par John,
qu'il aurait sélectionné lui-même, de ce que j'ai compris. Donc, Ok, trop bizarre. en voici un, je cite. « Les guns, c'est fun », c'est le titre. Pardon. Je m'attendais tellement pas à ça. Genre, les poèmes, les guns, c'est fun. C'est le titre, ouais. C'est genre gun is fun. Guns are so much fun, ou un truc du genre, je sais plus. Ah, ok. Tu vois cette légende vivante là-bas Alors, je sais pas lire des poèmes, hein, mais bon, je vais faire de mon mieux. Tu vois cette légende vivante là-bas? Avec une simple pression sur cette détente, je peux mettre cette personne à mes pieds, gémissante, suppliant Dieu. Cette arme me donne un pouvoir pornographique. Si je le veux, le président tombera, et le monde me regardera avec incrédulité. Tout ça parce que je possède une arme bon marché. Les armes sont adorables, les armes sont amusantes. As-tu la chance d'en posséder une? Ok. Je mettrais 5 sur 10 à ce poème. Et donc, en fait, c'est trop bizarre que c'est lui qui les ait sélectionnés, quoi. Ouais, Enfin, je sais pas pourquoi ce qui s'est passé. Moi, j'ai lu dans le titre, il y avait écrit les poèmes sélectionnés par John au procès. Bon, en tout cas, ça confirme bien que le mec, il a un pet au casque, quoi, de toute façon. Ouais, il est malade. John est chargé de 13 chefs d'inculpation et il finit par être déclaré non coupable pour cause d'irresponsabilité pénale du fait de sa santé mentale. Après le procès, John parlera de sa tentative d'assassinat comme étant, je cite, « la plus grande offrande d'amour de l'histoire du monde ». Et fut déçu que Foster ne réciproque pas son amour. Suite à ce procès, les États-Unis ont durci les critères requis pour pouvoir plaider la folie à l'avenir. Ce sera plus aussi facile. Parce que beaucoup de gens avaient l'impression qu'il a réussi à s'en tirer grâce à cette excuse, en fait. Selon eux. En fait, eux, ils le pensaient vraiment 100% responsable de ses actes, que c'était juste un taré qui méritait d'être condamné en conséquence. Enfin, quand je dis un taré, on s'est compris. Oui. Enfin, vous avez compris la nuance. Après, en fait, c'est compliqué parce que de toute façon, quand on arrive à faire ce genre de choses, il y a forcément quelque chose qui va pas. Ouais, c'est ça. T'es forcément déviant à un moment, donc à quel point ça compte ou pas, ouais, à quel point t'es responsable ou pas, ouais, c'est compliqué, hein. Franchement. Ouais, je sais pas. Ça a été un bordel un peu. Je veux pas aller dans les détails du procès et tout. Si ça vous intéresse, vous pouvez. Mais en gros, ça a été un bordel par rapport à ça, tu vois, et tout. Suite à cette décision, il va passer, je crois alors je sais plus la sentence, je crois que c'est 66 ans, mais genre pour se soigner, il me semble, je sais plus. En tout cas, il va passer 34 ans dans un hôpital psychiatrique à Washington DC, avant d'être libéré le 27 juillet 2016. Il y a un juge fédéral qui a déclaré qu'il n'était plus une menace pour lui-même ou pour la société. En décembre 2020, John ouvre sa chaîne YouTube et poste des vidéos dans lesquelles il partage ses chansons composées lui-même et qu'il chante à la guitare. Il a 41 000 abonnés. Il a 41 000 abonnés, ouais. Ok. Donc finalement, il a réussi à avoir son petit succès dans la chanson. Oui, finalement, il s'est remis à son projet de base. À créer. Et il fait aussi des reprises de Bob Dylan et Elvis Presley. Tu nous mettras le lien ou pas? Écoute, tu veux regarder maintenant pour React? Vas-y. Tous les Américains chantent bien. Hein. Et là, donc, cette chanson s'appelle A Different Side of Me. J'aime bien. Il dit j'ai écouté ça le matin. Le passé, c'est le passé. Voilà, en gros. Ouais, il a envie de d'effacer un peu les conneries qu'il a faites. En vrai, alors je l'imaginais pas du tout comme ça, mais j'imagine qu'il a changé. Non, en vrai, j'aime bien le style. Je le signe. Au final, il a tué personne. Mais bon, voilà, il y a quand même un mec qui a fini tétraplégique du coup à cause de lui. Hein. Donc, j'allais dire, ça va, au final, il a tué personne, mais bon. Dans plusieurs interviews, il dit qu'il est guéri, qu'il était malade à l'époque, mais qu'il a eu le temps de travailler sur lui-même pendant toutes ces années en hôpital psychiatrique, qu'il regrette ce qu'il a fait, qu'il aurait préféré ne pas le faire, mais que ça se reproduira plus, qu'il est plus du tout une menace parce que maintenant il prend ses médicaments. C'est bien. Il explique qu'il avait sombré dans la dépression à une époque parce qu'il était complètement isolé de sa famille, qu'il n'avait pas d'amis, qu'il était devenu complètement délirant et qu'il avait obsédé sur un film qu'il aimait bien, quoi. Et il explique qu'il en veut pas du tout à ses parents de l'avoir mis dehors, de pas l'avoir soutenu.
et qu'il espère que les victimes arriveront à le pardonner. Donc ouais, comme je l'ai dit, les 2 agents qui étaient tombés au sol lors de l'attaque, ils ont été impactés à vie. Brady était totalement paralysé jusqu'à sa mort 33 ans plus tard, en 2014, âgé de 73 ans. Et l'autre, Timothy McCarthy, s'en est complètement remis, comme je l'ai dit, sur le plan physique. Et bon, j'avoue que John, il a l'air d'aller mieux. Enfin, je sais pas, comment dire. Je suis pas en mode, oh là là, ils ont encore laissé quelqu'un ressortir qui va potentiellement recommencer, tu vois. Après, on peut pas être sûr. Imagine, il a resté Médoc. Qu'est-ce qui va se passer? Bah c'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vérifie, qui prend bien ses médocs? Est-ce qu'il est suivi en fait? Est-ce qu'il y a j'imagine que quand tu sors de l'hôpital psychiatrique, t'as un suivi psy quand même. Je pense, ouais. Après, j'en sais rien. Quand t'as essayé de buter des gens, en tout cas, j'imagine. Enfin, j'espère. Après, je sais Je pas. crois qu'il a une sortie genre unconditional. Ça veut dire que genre sa sortie elle est pas conditionnelle. Ça veut dire que elle est inconditionnelle. Ça veut dire qu'il y a plus de conditions, c'est ça? Donc en gros, il doit peut-être pas suivre. Donc, ça veut dire que le suivre. Ah suivir. Oui. Donc ça veut dire que oui, qu'ils considèrent que c'est bon. Suivir. Suivir, nouveau verbe. Ouais, non, mais ce qui est rassurant, c'est que si il a réussi à trouver, s'il arrive à se défouler sur YouTube en jouant de la musique, tu vois, c'est aussi une façon de sortir un peu, je sais pas, de créer et d'arrêter d'être obsédé par des choses. Alors après, en fait. Il y a prescription, quoi. Il était jeune. Ouais, il avait 20 ans et tout, et là, il a 70, enfin 69. Voilà. Enfin bon. Il a 69 ans, il fait ses petites musiques. Je pense pas que... Enfin, j'espère qu'il va rester chez lui maintenant. Après, bon, la plupart des personnes qui ont subi l'attaque de près, les familles des victimes et tout, la plupart se disent pas prêtes à le pardonner. Ah non, bah tu m'étonnes. Déjà, j'imagine même pas leur réaction quand elles ont vu qu'il était sorti, qu'il était sur YouTube et tout ça, quoi. La carrière de Jodie, elle n'a pas été trop impactée par cet événement. Elle en parle jamais, en fait. Elle a fait une interview vite fait quand elle était jeune, où elle a répondu brièvement à 2-3 questions sur ce qu'il s'était passé, mais c'est tout. De toute façon, Jodie Foster, c'est une actrice hyper privée. Elle a pas de réseaux sociaux. Elle dit qu'elle a jamais voulu parler de politique dans sa carrière. Donc voilà, elle allait encore moins parler de ça parce qu'elle voulait pas que ça lui colle à la peau, quoi. Et elle a préféré passer à autre chose. Mais ça n'en reste pas moins un événement très traumatique dans sa vie, parce qu'elle dit que, notamment à cause de ses stalkers, elle n'est plus jamais retournée faire une pièce de théâtre en public. Ah. Je dis ses stalkers parce qu'elle n'avait pas que John comme stalker à l'époque. Il y avait un autre homme, la même année, même période. D'ailleurs, quand il était détenu à l'hôpital psychiatrique, John correspondait avec cet autre homme, un dénommé Richardson. D'accord. Ah. Richardson. Et il se trouve des points communs. Ils stalkaient tous les deux Jodie Foster au moment où elle étudiait à Yale, en fait. Richardson était lui aussi étudiant là-bas. Et il avait l'intention, par contre, lui, de tuer Jodie Foster, carrément. Il a réussi à se rendre à une de ses pièces de théâtre sur le campus. Et il a tellement kiffé la pièce, au final, qu'il voulait plus la tuer. Ok. Non, mais tu m'étonnes que ça l'ait traumatisé. Lui aussi, ouais, bah oui, après elle a dit elle est plus retournée faire une pièce de théâtre. Et lui aussi a fini en hôpital psychiatrique. Alors je sais pas comment ils l'ont arrêté ou quoi ou qu'est-ce. Mais voici une lettre que John lui a écrite quand il était encore à l'hôpital. Cher Ed, ta sœur Betty et moi avons échangé quelques lettres. Je suis content qu'elle m'ait écrit et m'ait parlé de toi. Il y a plusieurs mois, je me souviens avoir vu un article, peut-être dans Newsweek, qui parlait de toi et du fait que nous nous connaissions personnellement avant le 30 mars 1981. Je n'ai jamais vu d'autres coupures de presse à ton sujet, mais en février cette année, mes avocats ont parlé à Jodie et elle a mentionné qu'un homme l'avait menacée après la fusillade. Cet homme, c'était forcément toi. À cause des nombreuses révélations faites lors de mon procès, Jodie a maintenant une peur bleue de moi. Mes sentiments à son égard sont très partagés. Un jour, je l'aime, et le lendemain, j'ai envie de la tuer. Pendant le procès, il a été révélé que je l'avais traquée la première semaine de mars 1981 et que j'étais en fait en route pour New Haven à la fin du mois de mars, avant de faire un détour par Washington DC pour tirer sur Reagan. J'avais prévu de la tuer puis de me suicider. Une semaine plus tard, c'est toi qui la traquais. Jodie a vraiment eu une sacrée chance de rester en vie, pas vrai? Oh, comme j'aurais aimé que tu l'attrapes quand tu en avais l'occasion. Maintenant, elle se promène avec des gardes du corps et reçoit autant de lettres de menaces que moi. Je vais bien ici à l'hôpital Sainte-Élisabeth. Mon courrier n'est pas restreint, alors écris-moi.
Quand penses-tu pouvoir sortir de ton hôpital ? Dis-moi ce que tu penses de Jodie et de moi. J'aimerais lire ton scénario un jour. Sincèrement, John Hinckley. Dis-moi ce que tu penses de Jodie et de moi. Genre, est-ce qu'on va bien ensemble ? Est-ce que tu nous shippes ensemble ? Est-ce qu'on irait bien ensemble ? Trop bizarre. Tu trouves pas qu'ils ont une façon de parler hyper chelou ? Les deux ? Ils ont ouais. Peut-être que le cours d'écriture aurait servi. Fun fact. Quand Donald Trump s'est fait tirer dessus, tu te souviens ? Oui. Il y a pas longtemps, je sais plus la date. Mais John a pris la parole, je crois sur sa chaîne YouTube. Ah. En gros, pour dire que voilà les armes c'est mal. Vraiment, quand on lui pose la question dans les interviews, il est en mode non mais les guns c'est pas une bonne idée, ça résout rien. Enfin, il dit que la violence ça résout rien, que là dans le cas de Trump ça va rien résoudre du tout, de lui tirer dessus, nanana. Ok, d'accord. Oui, donc il essaye vraiment de se racheter quoi. Enfin, en tout cas, il parle de son expérience, il dit que voilà. Ouais. J'ai testé. Ne le faites pas. Review. J'ai testé, je ne recommande pas. Voilà. C'était l'histoire de la tentative d'assassinat de Ronald Reagan, de John Hinckley, pour tenter de gagner l'amour de Jodie Foster en vain. C'est dingue. Non, franchement, il y a trop de gens célèbres dans cette histoire et je connais bien Jodie Foster, je connais moins Ronald Reagan, mais je connais Ronald Reagan et j'avais jamais entendu parler de cette histoire. Enfin, un président qui se fait tirer dessus et bon après voilà, il est pas mort, mais bon quand même, ouais je sais pas. Quand on parle de Ronald Reagan, on parle pas du fait qu'il a. Moi, j'avais jamais entendu parler du fait qu'il avait failli mourir comme Kennedy finalement. Il y a pas une histoire comme quoi un peu glauque d'ailleurs. Le mec qui a tué Kennedy et Kennedy sont enterrés dans le même cimetière et que leurs tombes sont vraiment juste à côté l'une de l'autre. Et ils font ça pour le flouze parce qu'ils font un tour spécial assassinat de Kennedy. Mais oui, il y a un Kennedy Tour, oui, c'est clairement il y a un Kennedy Tour à Dallas. Mais t'imagines, non mais ça veut dire que t'imagines si leurs fantômes ils sont en mode tous les deux l'un à côté de l'autre. Salut. Ça se trouve ils sont devenus poteaux. Bah, peut-être, mais après peut-être que il y a un des fantômes, tu vois, qui est pas assigné au cimetière. Peut-être qu'il hante une baraque plutôt, tu sais, ou une poupée. Donc on sait pas. Ah oui, c'est possible. Ok, et bah c'était trop bien. Abonnez-vous d'ailleurs sur YouTube, les gens. On raconte plein. Abonnez-vous à C'est Creepy. Ouais, on raconte plein d'histoires de ce style, true crime, paranormal et mystère. J'allais dire aussi que c'est ouf le nombre de célébrités en vrai qui ont des stalkers, mais qui en parlent pas vraiment. Genre, par exemple, il y a Drew Barrymore, elle a un mec là qui, enfin, je sais plus si c'est vraiment actuel là tout de suite, mais genre il y avait un mec qui allait justement à des conférences où elle parlait, tu sais. Et genre, il y a une vidéo où justement, il prend le micro pour poser une question. Attends, faudrait que je te montre. Sell people. Oh my God! Yes. Hi. I'm Chad Michael Busto. You know who I am. I need to see you at some point while I'm here in New York. Okay. Oh putain. Non mais c'est exactement pour cette raison que je veux pas du tout. Enfin, que je me dis, être célèbre, ça doit être horrible. Enfin, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont amoureux de toi, des fous qui veulent te... Enfin, des fous. Sans aucun jugement. Des gens qui parfois ont des petites obsessions, ça arrive. Mais ouais, ça fait flipper. Je me demande comment tu fais pour vivre normalement. Tu peux pas. À chaque instant, même dormir doit être... Enfin, déjà que moi, je suis pas connue, je ferme toutes mes portes à double tour parce que j'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui rentre chez moi pour zéro raison. Donc, t'imagines que tu commences à recevoir des lettres et tout, des appels anonymes. Oh là là, mon Dieu, horrible. Puis en plus, quelle horreur. En plus, je vais pas dire que c'est la police, ça va pas faire grand chose parce qu'en soi, ils ont rien fait de spécial. Après, je sais qu'il y a des trucs par rapport au stalking et tout, enfin, au harcèlement. Mais à part leur dire tiens-toi éloigné et arrête, enfin ils peuvent pas les mettre en prison ou tu vois ce que je veux dire, enfin je sais pas trop. Et ils peuvent pas, en fait ils peuvent pas, personne ne peut assurer ta sécurité 24 heures sur 24 sauf si t'es riche et que tu peux avoir un garde du corps, mais sinon non, c'est pas la police, ils vont pas rester chez toi en bas de chez toi tous les jours. Ouais, quoi, c'est ça, clairement. Donc ouais, ça fait flipper de ouf, mais bon, heureusement on espère, on touche du bois que ça ne nous arrive jamais. Et puis si vous voulez venir, on n'a pas peur de vous de toute façon.
On a des armes, ok? Non, on est armés. On est armés. Armés et tout. Jusqu'au cou. Et merci. Merci pour cette histoire. Je la connaissais pas du tout et je pense qu'il y a plein de gens qui ne la connaissaient pas. Ouais, Ouais. dites-nous si vous la connaissiez, ce que vous en pensez et si vous avez un stalker Ouais. peut-être. J'espère pas. Ouais, dites-nous si vous avez peur, les mêmes peurs que nous. Ouais. Dites-nous si vous êtes parano. Bah, je pense que oui, de toute manière. Surtout si t'es une meuf. On a besoin de voilà. soutien. Ouais. Oui, de toute façon, à partir du moment où tu es une meuf. Ouais, t'es pas tranquille. Voilà. Allez écouter le podcast La Société de Minuit, très important. Je crois qu'il y a aussi ces épisodes sur YouTube. Oui, les épisodes sont sur YouTube. Voilà. Alors, c'est pas en vidéo, hein, mais vous pouvez les écouter aussi gratuitement sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast et de musique. Trop bien. Et j'ai un Patreon Oh aussi. waouh, la Voilà. thune. Allez soutenir le podcast. Ah waouh. Eh bien écoute, est-ce que t'es prête? Je suis prête. Sur ce, on vous dit à bientôt pour une nouvelle histoire bien Creepy.